Bonjour à tous, bienvenue Hello. dans la sixième session de Stellium Stars Coding. J'en reviens pas de dire que c'est Mm. l'avant-dernière, donc c'est passé super vite. Aujourd'hui, donc deux modules assez complexes, donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout d'un coup, c'est normal. Stéphane sera là pour tout bien vous expliquer, mais du coup ça va être assez dense aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, moi j'essaierai d'y répondre dans le chat et sinon on posera les questions à la fin s'il nous reste un peu de temps. Ou alors on les retranscrira dans le Slack par la suite si jamais on n'a pas eu le temps de le Oui, faire maintenant. Stéphane, je te laisse la main. oui. Donc, comme elle a dit Pauline, on va avoir deux modules. Le premier est assez simple, donc ça ira. Par contre, le second est un module qui parle de concepts assez poussés, donc enfin, c'est pas grave si vous avez ça compris, s'il y a des choses que vous avez du mal à assimiler, il n'y a pas de souci avec ça. On essaiera de répondre aux questions au mieux et on prendra un moment à la limite sur Slack pour y répondre. Je vous partage mon écran. Hop, tu me dis lorsque vous voyez. Ah, je Bon, vais couper les notifications. Voilà. c'est bon. Ok, super. Donc le premier module nous parle de refactoring. Alors qu'est-ce que c'est que du refactoring? C'est tout simplement de raccourcir son code, euh, histoire de ne pas se répéter, d'avoir un code qui est clean et qui est le plus propre possible et le plus lisible possible. Donc là, on nous parle de la beauté de Ruby. On nous dit que Ruby, justement, est un langage qui permet aux programmeurs de se sentir vraiment à l'aise, car c'est un langage qui est similaire à de l'anglais parlé. Un bon code Ruby qui est bien refactorisé, tout ça, lorsqu'on le lit, c'est comme si on lisait de l'anglais. En fait, on va simplement lire et on comprend directement, instinctivement, ce que le code va faire. Euh, et donc, on nous précise, c'est un langage qui est intuitif, qui est beaucoup plus productif aussi, de par le fait de la lisibilité qu'il peut avoir. Et on nous dit que depuis que les programmeurs codent sur Ruby, ils sont tous heureux, patati, il y a des tas de raccourcis qui vont nous permettre de coder beaucoup plus vite, beaucoup plus proprement et beaucoup plus efficacement. Et on nous dit toujours d'essayer d'utiliser un code qui est refactorisé, qui est rare, qui est tout simplement propre. Là, on a un exemple, par exemple, avec un if en ligne. Et donc, on nous dit que lorsque donc le bloc de code, pour vous rappeler, c'est ça, c'est ce qui se situe à l'intérieur de la branche. Donc, pour remettre un peu tout le contexte, le if va nous permettre de tester une condition. La condition, c'est ce qui va suivre le if. Lorsque cette condition s'avère vraie, on va à la branche. Donc, cette ligne qui est là, en fait, on est rentré dans la branche. Et tout ce qu'il y aura comme code ici, on appellera ça un bloc de code, en fait. Donc, voilà, là, on nous dit que justement, sur les if qui possèdent qu'une seule ligne, on peut l'écrire de deux façons différentes. Et que cette façon-là, ben, c'est tout simplement de mettre le bloc de code en premier et ensuite de mettre le if avec la condition. Donc on a bien l'exemple qui est ici, on a le if et on a la condition juste à la suite. On va tester ça nous-mêmes dans le code. Donc là, moi j'ai préparé du code pour qu'on puisse être un peu plus rapide. Donc là, par exemple, j'ai un tableau de noms. À l'intérieur, il y a le nom Pauline, il y a mon prénom à moi et il y a le prénom Donia. Euh, Si par exemple on voudrait lui dire, nous on veut lui dire si par exemple, euh, si dans le tableau names il est inclus, il est présent par exemple Patrick, alors on va afficher quelque chose du genre Patrick est avec nous. Hop. Donc là, sans surprise, Patrick il n'est pas avec nous, donc a priori, on va rien avoir d'affiché. Maintenant, si je vais remplacer par exemple Donia par Patrick, hop, ne pas oublier le cas. Logiquement, on a bien la phrase Patrick est avec nous aujourd'hui. Et bien typiquement, ça, comme la ligne qui est ici à l'intérieur de la branche ne fait qu'une seule
et unique ligne, on peut l'écrire d'une autre façon. Donc, comme eux, ils disaient qu'on mettait d'abord notre bloc de code à l'intérieur, en premier, et ensuite on mettait notre if et notre condition. Notre condition, elle est là. Et ça, je vais le commenter. Et donc, logiquement, vu que c'est la même chose, ça devrait marcher. Et ça marche bel et bien. On a toujours Patrick qui est avec nous aujourd'hui qui s'affiche. Donc, pas de souci avec ça. On a vu le if inline, donc ça s'appelle, comment ça marchait. On va regarder la prochaine slide. Donc là, on nous parle des opérateurs ternaires. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur ternaire? En fait, c'est tout simplement le fait d'avoir un if, else sur plusieurs lignes et que nous, on va l'utiliser sur une seule ligne, en fait. Donc là, on nous dit que c'est beaucoup plus rapide et court de faire un if, else en utilisant un opérateur ternaire. On nous dit que ça prend 3 arguments. La première, ce sera la condition. Elle est ici. Ensuite, on a quelques codes si la condition est vraie. C'est ce qui apparaît ici. Et après, on a le bloc de code à exécuter si la condition est fausse. C'est ce qui apparaît ici. Après notre condition, on a un point d'interrogation. Là, Ruby va comprendre, il va vérifier si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, il prend le premier cas. Si c'est faux, il prend le second cas. On va tester ça aussi. On va prendre le même exemple avec Patrick, tout simplement. Donc, on a toujours notre tableau de nom. On va récupérer ce bloc-là. Hop. Donc là, par exemple, on avait si Patrick était présent dans le tableau, eh ben, on met qu'il est avec nous. Et sinon, on va afficher que Patrick n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc là, logiquement, si je remplace et que je remets Donia, ça va m'afficher que Patrick n'est pas avec nous aujourd'hui. Hop. Tac. Je vais commenter celui-là. Et voilà. Là, ça nous affiche bien Patrick n'est pas avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien au niveau du terminal? Est-ce que c'est bien suffisamment gros? Ça va, franchement, c'est bon. Ok, nickel. Donc là, on a typiquement un if et un else qui va nous permettre de mesurer 2 conditions et donc d'avoir 2 branches différentes selon si la condition est vraie ou fausse. Ah ben, on ligne ça aussi. Donc on va suivre ce que la slide nous dit. Condition. Ensuite, on met le point d'interrogation. Ensuite, on met si c'est vrai. 2 petits points. Et si c'est faux. Donc notre condition, elle est là. Donc on commence avec ça. On a le point d'interrogation. On a la partie du code à exécuter si c'est vrai. Donc c'était celui-là. Patrick est avec nous. On a les 2 petits points pour séparer. Et ensuite, on a le bloc de code à exécuter si c'est faux. Une bonne question de Fadel qui dit est-ce que le développeur confirmé, est-ce qu'il développe directement de manière réfactorisée ou est-ce que en gros tu développes un peu de manière un peu à l'arrache au début où tu écris ton code et tu essayes de voir déjà s'il marche et ensuite tu refacto par la suite. C'est quoi un peu la bonne pratique? Ça dépend simplement des habitudes des gens. Moi, je sais que j'ai eu naturellement une tendance à coder de façon réfactorisée. Et c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe à assimiler. Parce que souvent, en fait, c'est bien de décortiquer son code et de coder pas à la brouillon, mais de coder en fait le plus simplement possible. Et ensuite, une fois que ton code marche et qu'il est fonctionnel, là, tu le refactorises pour avoir un code qui soit clean. Après, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui, comme moi, ont tendance à, lorsqu'on pense à ce que, en fait, les lignes de code qu'on écrit sont directement factorisées. Donc, ça dépend juste Ouais, des habitudes des gens. ouais, je suis assez d'accord avec Stéphane. Moi, j'avais des personnes avec qui je codais où d'abord ils essayaient de voir que leur méthode fonctionne et ensuite ils refactorisent une fois que ça fonctionne. Donc ça va dépendre énormément. Et David demande si dans le cas d'un refacto, tout doit figurer sur la même ligne. Par exemple avec Euh, la condition ternaire. Pas forcément. Il y a des cas où on peut l'écrire sur 2 lignes, mais dans ce cas-là, ça ne sert plus à rien alors d'utiliser
un opérateur ternaire si on l'écrit sur plusieurs lignes. Ouais. Je sais que pour celui-là, par exemple, c'est un peu Là, une condition, c'est ça de. paraît long, mais en général, c'est beaucoup plus court que ça. En général, on n'affiche pas des trucs comme ça et on fait autre chose. C'est bon. Du coup, c'est bon? Oui. Ok. Bon, je vais save. Je vais relancer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Syntaxe error. Hop, 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 hop. Où est-ce que j'ai mal écrit? Elle me dit que j'ai mal écrit un truc. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est bon, je vois. Ça lui plaît pas. Tout, 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 tout. Et hop. Voilà. Hop, petit souci de live en même temps. Et là, logiquement, ça passe. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai mon tableau ici, ligne 8, avec Pauline, Stéphane, Donia. J'ai mon bloc de code qui a initialement été écrit comme ça. Si le nom était inclus à l'intérieur, je pouvais afficher Patrick est avec nous aujourd'hui, et sinon j'affichais Patrick n'est pas avec nous aujourd'hui. Je l'ai refactorisé pour l'écrire en une seule ligne avec un opérateur ternaire. Et donc là, je lui demande de m'afficher, donc je lui mets la condition, name.include Patrick. Si Patrick est présent dans mon tableau name, alors si c'est vrai, on va afficher ça, et si c'est faux, on affichera ça. Et ça a bel et bien marché parce qu'ici, ça nous dit Patrick n'est pas avec nous aujourd'hui. On a vu les opérateurs ternaires. Là, on a un exemple en fait d'opérateur ternaire tout simplement. Donc là, c'était avec l'âge. Si l'âge était supérieur ou égal à 18, tu peux voter. Et sinon, tu ne peux pas voter. Et là, tout simplement, ils l'ont réécrit en opérateur ternaire. Donc, ils affichent, ils mettent la condition. Et là, c'est ce qu'ils vont afficher si c'est vrai et si c'est faux. Petit aparté, ici, on nous parle de dry, d'un concept dry qui est très important chez les développeurs. On se répète sur cette, c'est ce qu'on dit tout simplement, c'est le principe de la refactorisation, c'est qu'on ne se répète jamais. Lorsqu'on code, le développeur est flemmard, on ne veut jamais se répéter, jamais avoir à se répéter pour certaines choses. Parce que quand on a des programmes avec des milliers de lignes de code, si on commence à se répéter, c'est plus des milliers de lignes de code qu'on aura, c'est des dizaines de milliers de lignes de code en fait. Donc, on veut rendre ça le plus efficace possible. Ici, on nous parle du case. Le case, en fait, c'est dans le cas où on a beaucoup, beaucoup de conditions à tester. Par exemple, tout à l'heure, on avait juste un if et un else. On avait deux conditions. Mais si, par exemple, on a une dizaine de conditions, au lieu d'écrire du code et de faire des else if, else if, else if, on a tout simplement un case qui va nous permettre de l'écrire de façon beaucoup plus clean. Donc, on va prendre un exemple. Ici, on va lui dire, on va afficher quelque chose comme on va demander à l'utilisateur de quel pays il vient. Et l'utilisateur va nous répondre. Et nous, cette saisie, en fait, on va tout simplement lui dire hop, si la country égale, par exemple, l'Angleterre, on va lui dire, hop, je vais mettre le end, on va rester dans les bonnes pratiques. On va lui dire de nous afficher hello. Sinon, on va lui dire, donc, si la country est égale, on va marquer France, on va afficher bonjour. Et là, vous voyez, en fait, quand je vais utiliser des else et else if, je suis en train de me répéter. On va marquer par exemple ça. Écrire. Voilà, on va prendre juste ces trois cas-là par exemple. Et on va lui dire, sinon, si c'est rien de tout ça, alors on va tout simplement afficher un petit caractère spécial, on va mettre ça. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de lui dire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de quel pays il vient, on va récupérer la saisie utilisateur. Si nous, on a marqué England
il va nous répondre hello. Si on a marqué France, il va nous répondre bonjour. Si on répond Japon, il va nous répondre konnichiwa. Et si on a répondu autre que cela, il va tout simplement nous mettre le petit salut. Donc là, pas de souci. Je vais juste commenter les autres trucs. Voilà. Donc là, on lance le programme. Il me dit Where are you from? On va dire England. Alors désolé pour mon accent, c'est pas ouf. Donc on a bien la réponse hello qui a été donnée. Si je le refais, mais en disant France, il me répond bonjour, et ainsi de suite. Et si je le fais en disant rien d'autre, je sais pas, on va dire Australie, bah, il me met juste le petit bonjour comme ça. Donc jusque-là, ok, pas de souci, c'est lisible, c'est simple à écrire, mais le souci, c'est qu'on se répète énormément. Là, on a des if country égal truc, if country égal encore, etc. Et on est obligé de se répéter sans arrêt comme ça. Donc il y a quelque chose qui existe, c'est ce qu'on voit là, c'est le case qui va nous permettre, je vais prendre directement la version courte pour gagner du temps. Le case, en fait, on va lui donner, hop, ça marche de plusieurs façons. Donc, à côté du case, on va lui donner la condition qu'on veut vérifier. Donc, lorsqu'on fait un case when, il va vérifier si la condition est égale à quelque chose. Donc, nous, on veut vérifier si country est égal à certains pays. Donc, nous, on va simplement lui dire case country. Donc là, il va vérifier si la country est égale à quelque chose. Et lorsqu'on fait when, en gros, ça revient lui dire, dans le cas où country est égal à quelque chose, alors tu feras le code qui... On va voir ça. Donc là, on lui dit case country. On va vérifier si c'est England. Et si c'est ça, on lui dit avec l'instruction zen de faire le bloc de code qu'il y a à la suite. Donc, d'afficher, je vais le récupérer parce qu'il est au-dessus, d'afficher hello. Et là, je peux mettre autant de cas que je veux sans avoir à me répéter sur le country égal truc et ainsi de suite. Hop. Ici, là, je mets Japan. Ici. Tac. Et là, on va l'enlever. Hop. Et là, après, on peut toujours mettre le else. On lui dit de faire ça. Je vais commenter tout ça. Et hop, ça, on peut même le mettre sur une ligne. Voilà. Donc, pas de souci. Nous, on a bien respecté la syntaxe utilisée pour le case. Donc, si logiquement je lance mon code, ça devrait être exactement la même chose. Je vais taper anglais. Il me dit bien hello. Si je vais taper par exemple France, il me dit bien bonjour. Et si je mets rien d'autre, je crois que c'est Spagna, je crois. Je sais plus comment on dit, mais on va dire Espagne comme ça. Et là, il me met bien le petit emoji salut. Alors, est-ce que déjà pour ça, c'est clair pour vous avant qu'on avance à la suite? Ok, cool, super. Parce qu'on va essayer d'enchaîner. Maintenant, tac, je vais commenter ça. On va voir les prochaines slides. Là, on nous parle d'assignement conditionnel. En fait, on nous dit que ça nous permet d'utiliser une variable. Et si une variable existe déjà, on va pouvoir la réattribuer. Enfin, si une variable existe déjà et qu'elle possède une valeur nil, on va pouvoir la réattribuer. Si cette variable n'existe pas, on va réattribuer cette variable aussi. Par contre, si cette variable existe déjà et possède déjà une valeur vraie, Ruby ne va pas réaffecter cette variable. Alors, c'est un peu brouillon dit comme ça, mais on va prendre un exemple. Là, ici, on a un exemple qui est teacher est égal nil, à savoir que nil
est faux dans Ruby. Et là, on nous dit, but let's start today lecture, nanana. On a notre variable teacher qui est égale à Gabriel. Gabriel est une string. Une string, c'est quelque chose qui est vrai dans Ruby. Et ici, on utilise notre variable avec un assignement conditionnel. C'est deux petites pipes suivies de égal. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que Ruby va vérifier si teacher possède déjà quelque chose de vrai. Si teacher possède déjà quelque chose de vrai, alors il ne va pas le réassigner. Par contre, si teacher ne possède rien, il va le réassigner. C'est aussi simple que ça. Alors, dans quel cas on peut utiliser ce genre de choses? Si par exemple, moi aujourd'hui, on me met sur un projet, le projet, il y a des dizaines de milliers de lignes de code dessus. Je n'arrive pas à trouver si quelqu'un a utilisé une certaine variable. Moi, j'ai besoin de travailler sur cette variable-là. Donc, je me dis, bah, super, je vais devoir créer cette variable-là. Mais au cas où la personne qui a travaillé avant moi avait déjà créé cette variable-là et qu'elle possédait déjà une valeur, je peux utiliser cet assignement. Et donc, Ruby, ce qui va que si la variable n'est pas créée, il va me la créer et je vais pouvoir travailler dessus. Par contre, si elle est déjà créée, ben, je ne vais pas casser le code qu'un autre développeur a fait avant moi et Ruby ne va pas l'assigner. Et ça me permettra de travailler sur la variable et en fait de casser justement potentiellement le code qui pourrait être déjà fait par un autre développeur. Donc, on a un petit exemple ici. J'ai un hash, donc j'ai une variable Beatles. À l'intérieur, il y a un hash et à l'intérieur, il y a des paires clés-valeurs. Donc j'ai le chanteur John, j'ai le guitariste Paul et j'ai le bassiste George. Et j'ai pas le batteur. Donc moi, tout simplement, ce que je voudrais lui dire, c'est que ici, je voudrais, par exemple, je veux réaffecter Singer. Admettons que là, c'est un morceau de code que dont je ne connais pas. Parce qu'on m'a mis sur un nouveau projet et j'ai pas accès à ce Beatles. Donc, admettons, je veux rajouter par exemple le chanteur. Ben, je pourrais lui dire avec donc, cette syntaxe-là, je pourrais très bien lui dire ben, le chanteur, par exemple, c'est égal à Pauline, tu vas être chanteur. Et en fait, Ruby va regarder et si je lui demande de m'afficher Beatles, hop, en chanteur, j'ai toujours John. Réassigné ma variable singer, il n'a pas réassigné avec Pauline. Par contre, si je lui demande de faire ça avec un drummer que j'ai pas, et genre, ça va être, allez, on va dire que c'est moi le batteur. Si je lui demande de m'afficher mon hash, il m'affiche bien le drummer Steph, et le singer n'est toujours pas modifié, c'est toujours John. Donc là, voilà juste un petit truc rapide à voir. Est-ce que pour ça, c'est OK pour vous? Alors, je vais vraiment très vite dessus pour pas qu'on perde trop de temps, parce qu'après, on a quelque chose qui est assez complet. On a l'air bon. Ok, super. Je vais commenter tout ça. Tac. Et, hop. Et donc, la prochaine slide nous parle de return implicite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un return implicite? C'est lorsqu'une méthode va renvoyer quelque chose sans qu'on ait à lui dire return avant. Je m'explique. Là, on nous dit que dans Ruby, en fait, on n'a pas toujours besoin de rajouter l'instruction return dans une méthode pour envoyer quelque chose. Si on ne va pas signaler ce nous-mêmes, la méthode va automatiquement renvoyer la dernière ligne de code. On a un exemple ici. Là, on a une méthode qui va prendre la somme et qui va calculer A plus B. Et on lui demande donc de return A plus B. Donc ça va faire A plus B, ça va prendre le résultat et ça va nous le renvoyer. Eh bien, tout simplement, avec Ruby, on n'a pas besoin de mettre le return avant, vu que c'est la dernière ligne de code. On peut tout simplement enlever cette instruction return. Ruby va quand même faire exactement la même chose parce qu'il sait automatiquement qu'il doit renvoyer la dernière ligne de code. On va faire un exemple très rapide là-dessus. J'ai déjà une méthode qui est codée. Et ici, hop. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ma méthode?
elle va prendre un nom, elle va le mettre à l'envers, elle va le mettre en majuscule, et moi, je dois avoir ce résultat à la fin. Je dois avoir le nom mis à l'envers et en majuscule. Alors, à la ligne 82, ce qu'elle fait, c'est que la méthode, on crée une variable dans laquelle on va stocker le résultat du nom à l'envers. Et ensuite, on prend ce nom qui est à l'envers et on met un case dessus qui va le mettre en majuscule. Donc, si on l'aurait fait avant, sans return implicite, on aurait marqué return reverse name. 87, 86, ce qu'on fait, c'est simplement créer une variable myName dans laquelle on va faire l'appel de notre méthode et en nom, on va lui donner Pauline. Lorsqu'on va demander d'afficher ça, hop, il faut que je sauvegarde. Lorsqu'on lui demande de faire ça, il nous met bien Pauline à l'envers et en majuscule. Pas de souci. Ben, en fait, comme on est dans Ruby, hop, je peux tout simplement enlever le return et il va y avoir exactement rien qui va changer. En fait. Et avec ça, alors une particularité aussi, c'est que si par exemple ici, par exemple, j'ai le nom et je le mets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire capitalize. Hop. Si par exemple ici, je return ma première ligne, est-ce que d'après vous, et 84 va être exécuté? Ben, en fait, non. Parce que dans une méthode, à partir du moment où on a l'instruction return, il comprend qu'il doit renvoyer ce qu'il y a à la suite de ce return et il va. Du coup, il se dit, bah, vu que je te renvoie ça, que après, il ne sert à rien, je ne vais pas l'exécuter. Et Ruby n'exécutera pas le code qui est à la suite, simplement parce qu'on a l'instruction return ici. Par contre, si on l'enlève, bah, il va tout simplement exécuter chaque ligne qui se trouve dans notre méthode. Donc, est-ce qu'avec ça, vous êtes OK? Pauline, est-ce qu'ils sont bons dans le chat? Ok, Pauline est disparue, donc pas de souci. Je vois que vous êtes tous OK. Allez, je vous enlève le Inception là, et on va partir sur la suite. Donc là, à la suite, notre slide nous dit, ça nous parle des blocs inline, donc les blocs sur une ligne. Alors, pour faire un rappel, qu'est-ce que c'est qu'un bloc? Un bloc, c'est tout simplement tout ce qui est compris, par exemple, entre do et end. Lorsqu'on va dire do et end, c'est comme si on lui disait, là, tu commences un bloc de code et là, tu termines le bloc de code. Donc, si on suit cette logique, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un code. Donc ici, on a bien le putName.capitalize qui est donc un bloc de code. Et en fait, on peut raccourcir ça. On peut le raccourcir pour l'écrire sur une ligne. Au lieu de mettre do, après on met son paramètre, ensuite on met toutes nos instructions et après on met notre end, on peut l'écrire sur une ligne en écrivant tout simplement à la place du do, on met une accolade, ce sera l'accolade. Et en faisant ça, on peut tout écrire sur une ligne. C'est vraiment une syntaxe qu'on utilise quand on est sûr d'avoir un code qui s'écrit sur une ligne. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un code qui s'écrit sur une ligne, commencez à l'écrire de cette façon-là. Et une fois que vous avez terminé votre code qui est fonctionnel, là, vous passez sur tout simplement tac, tac, tac. Pour faire un petit exemple, est-ce que je peux copier ça? Hop. Je vais copier. Non, ça marche pas. Ok, on va faire autrement. Tac, ici on va dire Pauline. Là, on va marquer Steph. On veut les afficher. Désolée, j'ai eu un problème.
Oh, pas de souci, pas de souci. Donc ici, on va afficher chaque nom. Donc là, par exemple, si vous voulez, je pourrais tout simplement dire ça. On va les afficher en majuscule. Hop. Ça m'affiche bien Pauline et Steph en majuscule. Ah ben ça, je peux l'écrire tout simplement en une ligne. Je reste le do. Hop. Et le end par ça. Et je vais mettre tout simplement tout mon code à l'intérieur. Et j'ai pu enlever mon do et le end, qui a été remplacé du coup par les accolades. Et mon code, tout simplement, va se jouer en Unity. Et il n'y a rien qui change. Ça fait exactement la même chose. Donc maintenant qu'on a vu ça, en temps normal, on a fini le premier module. Donc génial. On va passer sur le second module qui est assez complexe. Vous allez probablement avoir des questions. On essaiera d'y répondre tout à la fin. Parce que tout simplement, vu qu'il y a beaucoup de choses à voir, vaut mieux qu'on avance dessus et qu'on soit sûr de le terminer. Et après, on verra pour les questions et on verra peut-être sur Slack pour y répondre. Donc, tac. Le second module nous parle de proc et de lambda. Assez brouillon comme concept. Là, en fait, on nous parle de blocs, alias des fonctions anonymes ou on nous dit que ce sont des blocs de code qui sont exécutés à l'intérieur d'une méthode. Par exemple, each, c'est une méthode. À l'intérieur, each, elle a toujours besoin d'avoir un bloc de code qui la suit pour son bon fonctionnement. Et le bloc de code, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était tout simplement ce qui était entre le do et le end. Donc, ça, par exemple, on nous dit que c'est un bloc de code qui est connu, donc avec notre méthode each. Mais il y a par exemple des méthodes qui n'ont pas besoin de nom pour être assignées, qui peuvent être utilisées directement à l'intérieur d'une autre fonction. Nous, on va faire des tests, par exemple. Hop, passer ici. J'ai mon array. Dans mon array, il y a tout simplement des integers. Il y a 1, 2 et 6. Je veux itérer là-dessus, tout simplement. Alors, j'ai mes petites notes à côté, histoire. Salut. Ça aller vite. Hop. Je veux tout simplement itérer là-dessus pour pouvoir afficher. Tac. Alors, hop. On va travailler sur des nombres. Vu qu'on met un do, on met le end. Et ici, on va lui dire tout simplement de prendre notre nombre et on va multiplier par 2. On va stocker ça dans un nouvel array. Et comme ça, on va afficher directement le nouvel array. Donc là, typiquement, map, je vais utiliser each si vous préférez, c'est exactement pareil. Each est une méthode, map est une méthode qui s'utilise aussi sur les arrays. Ils n'ont pas forcément le même but. Mais là, en gros, j'ai simplement appliqué mon each et à l'intérieur, je lui passe mon bloc de code. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement. Ça, c'est un bloc de code, pas de souci avec ça. Mon code. Là, j'ai 1, 2 et 6. Hop, je vais utiliser tac. Et lorsque j'ai utilisé par exemple map, alors ça, c'est juste un truc ailleurs. En gros, le each va itérer sur chaque élément et va simplement me renvoyer un résultat, alors que le map va itérer sur chaque élément, mais va m'envoyer un tableau avec tous les résultats nouveaux. Je ne vais pas aller plus loin dans le concept du map et du each. Donc là, tout simplement, on a créé une nouvelle variable dans laquelle on va stocker les résultats de l'appel de la méthode map sur mon array. Je lui passe un bloc de code de l'instruction de lui dire de prendre chaque nombre et de le multiplier par 2. C'est bien ce qu'il a fait. J'ai 2, 4 et 12, qui correspondent tout simplement à mes nombres multipliés par 2.
Donc avec ça, rien de fou, c'est un bloc de code en fait, tout simplement. Tac, je vais retourner sur la bonne slide. Donc là, on nous parle de l'instruction yield. On nous dit si par exemple on voulait créer, si je veux créer moi-même une méthode, je vais le faire là avant de vous lire la slide. Donc par exemple ici, je veux créer moi-même ma méthode. Cette méthode, je veux, elle va accueillir tout ça. Hop, on va l'appeler démo. Cette méthode, ce qu'elle va faire, c'est qu'au début, elle va dire bonjour. Ensuite, elle va dire au revoir. Et moi, je veux qu'en fait, lorsque j'appelle cette méthode, peu importe combien de fois je vais l'appeler, entre le bonjour et le au revoir, elle va exécuter un certain nombre de lignes de code, mais je ne connais pas à l'avance ces lignes de code-là. Moi, tout ce que je veux, c'est que au revoir, elle fasse quelque chose. Et bien, typiquement, c'est ce qu'on est en train de voir dans notre slide. L'instruction yield, ça nous permet d'écrire des méthodes qu'on va définir nous-mêmes, qui vont accepter un bloc de code. Le code, c'est tout ce qui sera entre un do et un end. Et donc, cette instruction yield nous permet, lorsqu'on crée notre méthode, si on lui donne l'instruction yield, lorsqu'on va appeler notre méthode ensuite pour pouvoir l'utiliser, on va lui passer un bloc de code. Et en fait, Ruby va comprendre, lorsqu'il va lire notre méthode, il va faire et arriver à l'instruction yield, il comprend qu'il doit aller chercher le bloc de code qu'il y a à la suite de notre appel de méthode. Il va exécuter tout ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite il va revenir à notre méthode. C'est assez complexe. C'est un concept qui peut exposer parfois un peu le. Donc là, si on suit le slide, par exemple, j'ai créé ma méthode. Je lui dis d'afficher bonjour. Ensuite, je lui dis, tu vas me prendre un bloc de code. Je ne le connais pas en bloc de code. Et ensuite, tu m'affiches au revoir. Donc là, tout simplement, je peux appeler ma méthode et je vais lui donner un bloc de code à la suite. Mon do et mon end pour définir le bloc de code. Et là, je vais lui dire, par exemple, comment tu vas? En ayant fait ça, lorsque je vais lancer mon programme, Ruby va arriver ici, il voit la définition de ma méthode, il voit toute la méthode, il voit. Donc il va revenir ici, il va rentrer à l'intérieur, il va m'afficher bonjour, il voit le yield, il dit bon, très bien, je dois aller chercher un bloc de code qui se trouve à la suite de l'appel de ma méthode. Donc il revient ici, il va prendre tout le bloc de code qui se situe entre le do et le end. Donc là, il va exécuter cette ligne-là. Une fois qu'il a fini d'exécuter ce bloc de code-là, il va revenir à ma méthode et il va exécuter ce qu'il y a à la suite de mon yield. Donc, si on suit ce raisonnement, on devrait avoir bonjour, comment tu vas? Au revoir. Bonjour, comment tu vas? Au revoir. Alors, si vous voulez, on peut même mettre un truc, c'est hop, bonjour, ça va être put, je suis dans le yield. Là, on va marquer put, je suis dans la méthode. On va récupérer ça pour que vous voyez un peu mieux. Lorsqu'on l'exécute, je suis dans la méthode bonjour, c'est nos deux premières lignes. Ensuite, il arrive au yield, donc logiquement, il va venir ici, il va exécuter ce qu'il y a entre le do et le end. Je suis dans le yield, comment tu vas? C'est bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a fini d'exécuter toutes les instructions qu'il y a dans le bloc de code et il va revenir à notre méthode. Et là, donc, il nous affiche je suis dans la méthode, au revoir. Ça, en temps normal, ça devrait être plus ou moins clair pour vous. Donc, ensuite, tac, tac, tac. Maintenant qu'on a vu ça, hop, on va voir. Ok. On va voir
si par exemple, en ayant fait ça, là, j'ai ma méthode, je lui demande de prendre un bloc de code, et moi, j'appelle juste ma méthode. Je lui donne pas de bloc de code. Lorsque je vais exécuter mon code, dès qu'il arrive, hop, je vais cette ligne pour que vous voyez, dès qu'il arrive à l'instruction yield, il va me dire qu'il y a une erreur, parce qu'il n'y a pas de bloc qui a été donné. Et bien, tout simplement, pour lui dire de prendre le bloc de code, de le prendre que s'il y en a un, il existe un bloc qui est if block given. Avec cette instruction-là, il va comprendre que si on a un bloc de code, on doit l'exécuter. Si on n'en a pas, on passe juste cette ligne-là. Et donc, en faisant ça, je n'aurai plus d'erreur. Là, je n'ai plus d'erreur qui est proposée. Il exécute ma méthode sans me dire, oh, ben, tiens, j'ai pas eu de bloc de code à la suite. Donc, avec ça, pas de souci. Maintenant, on va remettre ça. Ça, je vais vous le commenter. Si, par exemple, à notre bloc de code, on veut lui donner un paramètre. Je vais prendre ce qui est ici. Je vais le mettre là. Hop. On va décommenter tout ça. Et on va... Hop, voilà. Donc là, par exemple, à mon guide, je veux lui donner un paramètre. Par exemple, je veux afficher comment ça va Pauline ou comment ça va Stéphane. Ici, je peux tout simplement, à mon yield, je peux lui passer un paramètre. Ce paramètre, par exemple, ça va être le nom un coup de Pauline. Puis ensuite, après le revoir, je vais afficher la même chose, mais avec mon prénom en moi. Et bien, tout simplement, lorsque j'appuie mon bloc de code, hop, hop, on va décommenter tout ça. Lorsque j'appelle mon bloc de code, on peut lui donner un paramètre qui ici sera le nom. Et à l'intérieur, ici, on va dessiner. Tac. Voilà. Donc, pour récapituler un peu ce que je viens de faire, j'ai ma méthode. Ça, c'est ce qui va se faire. Hop. Voilà, je mets des espaces histoire que vous voyez mieux. Ici, on lui demande d'afficher je suis dans la méthode, bonjour. Là, il va chercher le yield. Il voit qu'il a un paramètre. Ce paramètre, c'est une string qui comporte le prénom de Pauline. Après, il exécute ça. Et là, pareil, il y a un paramètre avec mon prénom moi. Dans le bloc de code, on a la possibilité de paramètre. Ce paramètre, c'est un name, c'est un nom. Et là, tout simplement, lorsque j'affiche les instructions à l'intérieur, eh ben, je lui demande de m'afficher comment tu vas et je fais une interpolation avec le nom pour qu'il me l'affiche. Et logiquement, il devrait m'afficher comment tu vas, Pauline, je suis dans la méthode, au revoir, comment tu vas, Stéphane. Alors, ici, on a bien les deux lignes de code qui sont là. Ensuite, il nous dit, je suis dans le yield, comment tu vas, Pauline. Donc, il m'affiche bien ce que j'ai voulu ici avec je faisais ici avec ce paramètre-là. Ensuite, il nous affiche qu'il est dans la méthode, pas de souci. Et puis, il nous affiche qu'il est une nouvelle fois dans le yield et que cette fois, il me dit comment tu vas, Stéphane. Donc ça, par exemple, c'est juste une façon de faire avec un paramètre sur le yield. Je vais commenter tout ça. Et si vous voulez avoir un exemple concret, si vous vous posez la question de pourquoi faire ça, ben, tout simplement, si par exemple, j'ai un tableau d'élèves, à l'intérieur, j'ai des notes qui correspondent à chaque élève. J'ai par exemple Pauline, qui a une note de 15.
J'ai Henri qui a une note de 5, j'ai moi qui ai une note de 10 et j'ai John qui a une note de 17, par exemple. Eh ben, je pourrais lui dire, hop, tac, 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 je veux faire l'appel d'une cette méthode, ce qu'elle ferait, c'est tac, on va mettre le double end. Cette méthode, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle prendrait, elle prendrait en paramètre mes élèves, hop, mes élèves, et je voudrais qu'elle affiche, qu'elle m'affiche, tac, hop, le nom de l'élève, et qu'elle me dise ensuite, donc là, moi, je dois créer une méthode qui s'appellera moyenne. Hop, moyenne. Cette méthode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre mon tableau d'élèves, elle va itérer dessus, elle va, hop, lorsqu'elle parcourt mon tableau d'élèves, on va parcourir chaque élève. On va lui dire aux élèves d'aller chercher leurs notes. Hop, alors j'ai fait la mauvaise commande. D'aller chercher leurs notes et lui dire si la note est supérieure ou égale à 10, alors on affiche notre bloc de code. Avec l'élève en question. Donc là, par exemple, si je vais exécuter mon appli, il va me dire une erreur. C'est normal, il me dit qu'il ne connaît pas ma variable élève. En fait, il ne connaît pas ce tableau-là, il ne le connaît pas à l'intérieur de la méthode. Alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est normal. À l'intérieur de cette méthode, je n'ai pas accès tout simplement à mon tableau d'élèves qui est ici. Il va falloir, pour y avoir accès, que je lui donne tout simplement un paramètre ici qui sera mon tableau d'élèves. Donc, vu que je lui donne ici, là, je vais devoir lui donner l'argument qui est avec, donc mon tableau élève. Maintenant que je fais ça, ma méthode fonctionne. Alors, ce qu'elle fait ici, là, elle va itérer sur mon tableau d'élèves. Elle va le parcourir. Elle va prendre donc chaque élève. Donc, c'est un H. À l'intérieur de ce H, je lui dis si la note de l'élève, donc je vais aller chercher, donc j'appelle tout simplement l'élève. Je vais chercher avec les deux crochets, 2 points, note, clé qui concerne la note, il va me renvoyer la valeur. Je vérifie que cela est supérieur ou égal à 10. Si c'est le cas, il va rentrer dans la branche et il va m'exécuter le bloc de code avec en paramètre l'élève. Donc, il arrivera ici, il exécutera le bloc de code, le paramètre, il y a élève, et il va afficher tout simplement le nom de l'élève et il va me dire qu'il a la moyenne. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Pauline a la moyenne, Stéphane a la moyenne, John a la moyenne. Et il ne m'a pas affiché que Henri avait la moyenne parce qu'il ne l'a pas. Avec ça, pas de souci. Là, vous venez de voir, en fait, juste un exemple un peu plus concret, peut-être pour mieux assimiler tout ça. On va passer maintenant sur la suite. Sur la suite. Donc là, on nous parle de proc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un proc? On nous dit justement que l'on peut écrire des blocs de code à l'intérieur des méthodes, mais ces blocs de code, je vais les stocker dans des variables. Si par exemple on a besoin d'écrire un bloc de code et de le réutiliser plusieurs fois, eh bien, tout simplement, il va falloir répéter ce bloc de code. Si on doit l'utiliser 10 fois, on va devoir le réécrire 10 fois. Et nous, on a vu qu'il y avait un concept qui était le dry, don't repeat yourself, qui faisait que le développeur était un flemmard et qui ne voulait pas se répéter, et que c'était plus propre de ne pas se répéter, d'avoir un code qui soit clean pour gagner en efficacité.
Eh bien, tout simplement, c'est ce que vont nous permettre les procs. Ils vont nous permettre de créer des blocs de code, de les enregistrer dans une variable, et ensuite de rappeler cette variable qui possède un bloc de code pour pouvoir la réappeler tout simplement et la réutiliser autant de fois qu'on veut. Donc là, on a un petit exemple. Mais nous, on va créer notre propre exemple à nous. Là, ici, par exemple, j'ai deux arrays. Je vais juste hop, commenter tout ça. Là, ici, j'ai deux arrays. Le premier, c'est A, et à l'intérieur, il y a un tableau avec 1, 2, 3 et 7. Après, j'ai un autre array qui est stocké dans une variable B. À l'intérieur, il y a 1, 5 et 9. OK. Si, par exemple, moi, je veux prendre chaque numéro qui est à l'intérieur et le mettre au carré, le multiplier au carré, je vais lui dire a.map. Donc, ce que va faire map, en fait, ça va me renvoyer un array avec les nouveaux résultats. Et le point d'exclamation à la suite va supprimer, en fait, la valeur qu'il y a dans cette variable et va la réattribuer par le résultat de l'appel de ma méthode map. Et ici, par exemple, je vais lui dire, donc je vais lui dire en une ligne, qui va me prendre chaque nombre. Je vais l'écrire en français peut-être, ce sera mieux. Il va me prendre chaque nombre. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce nombre et va le simplement. Et si je vais faire ça sur B aussi, il va falloir que je me répète. Il va falloir que je remette exactement le même bloc de code. Donc maintenant, si je lui demande de m'afficher A puis de m'afficher B, on va voir ce qu'il nous affiche. Il nous affiche bien chaque nombre qui a été mis au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, et ainsi de suite. Là, vous voyez, ici, j'ai dû me répéter. Je l'ai utilisé que 2 fois, mais si j'ai un code, j'ai 100 lignes de code dessus, je l'utilise 100 fois. Ce serait un peu quand même assez horrible de faire ça. Et là, on a tout simplement la chance de pouvoir utiliser un proc. Par exemple, je vais créer une variable. Cette variable, elle va stocker mon proc. Un proc, tout simplement, j'écris proc avec le P en majuscule. Je fais un point new dessus. Et tout simplement, à l'intérieur de ce proc, en fait, je lui passe tout simplement mon bloc de code. Et en faisant ça, ici, ça me permet d'enlever mon bloc de code. Et lorsqu'on va appeler notre méthode, de lui passer tout simplement un argument. Et nous, on serait tenté d'écrire, par exemple, juste ça. On a notre argument et on met notre variable à côté. Et lui, il est censé comprendre que à l'intérieur de cette variable, il y a un bloc de code qui a été stocké grâce à cette ligne-là. Et nous, on se dit, bah, super, en fait, il va tout simplement exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a une différence, c'est que on a un bloc de code, mais que, contrairement à tout à l'heure, on le stocke dans une variable. Donc, ce qu'on est en train de lui passer ici comme paramètre, enfin comme argument, on est en train de lui donner une variable. C'est pas directement un bloc de code pour lui, vu qu'il va obtenir une variable, il va aller chercher une variable et il va nous dire, lorsqu'on va exécuter notre bloc de code, il va nous annoncer une erreur. Il va nous dire mauvais nombre d'arguments. Je m'attendais à en avoir 0 et j'en ai eu 1. Donc, expected, c'est ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à en avoir 0. Il est ici. Et given, c'est ce qu'on lui a donné. Il en a eu 1. Et donc, pour faire ça, il faut tout simplement que nous-mêmes, on fasse la conversion avec un petit symbole, le « et ». Lorsqu'on va lui donner ce symbole-là, Ruby va comprendre, c'est un bloc de code qui est stocké dans une variable. Et lui va se dire, bon, très bien, je suis malin, je vois ton petit symbole, j'ai compris, tu as stocké un bloc de code dans une variable, eh ben, je vais tout simplement exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Et en faisant ça, là, mon bloc de code fonctionne. Donc voilà l'utilité d'un proc. Tac, on va vite passer pour voir la suite. Hop, 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 hop. Dans la correction l'exemple avec la moyenne aussi.
C'est-à-dire l'exemple Donc maintenant, concret avec proc. oui. Maintenant qu'on a ça, on regarde dans les slides. Là, on nous parle qu'on peut faire exactement pareil avec des symboles. Alors là, c'est tout assez rapidement parce qu'on a 5 minutes pour voir encore deux choses. Là, par exemple, j'ai un array. Cet array, à l'intérieur, j'ai stocké des numéros, sauf que je me suis raté. En fait, j'ai stocké des numéros sous forme de string. Tout simplement, on aurait tendance à lui dire qu'on va itérer sur cet array avec map et on va lui dire de prendre tout simplement, hop, hop, de prendre tout simplement chaque nombre. Et on aurait tendance à lui dire, tu me prends ce nombre et tu me le convertis en integer. Et lorsqu'on l'affiche, si on fait ça, on a bien dans notre array des integers. On n'a plus des strings. Il n'y a plus les quotes à côté. Donc on voit bien que c'est des integers. Par contre, simplement, on a écrit une longue ligne de code, alors qu'on pourrait écrire très simplement si on faisait comme ils nous disent. Donc, d'avoir notre appel de méthode et de lui passer en paramètre. On va lui donner notre symbole et suivi de 2 points et de la méthode qu'on va appliquer. En fait, en faisant ça, par exemple, moi, ce que je voulais faire, c'est appliquer le point to sur chacun de mes éléments, chacun des éléments de mon tableau. Avec tout simplement, ici, je peux lui redonner le point to et grâce à cette syntaxe-là, il va comprendre qu'il doit appliquer le point to sur chaque élément qui se trouve à l'intérieur de mon tableau. Ce qui m'évite d'avoir à écrire toute cette ligne-là. Et donc, si je le fais, on a bien le même résultat qui est obtenu parce que justement, Ruby a compris, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est simplement une façon de voir les procs avec des symboles. Et pour les lambda, ça va être un peu plus complexe. On va voir ce qu'est un lambda. Alors, j'ai 2 minutes pour le faire. Alors, un lambda, donc en fait, on nous parle des procs. On nous dit que les procs nous permettent de stocker des blocs de code dans des variables et de rappeler ces variables. Et on a quelque chose de particulier, c'est que les procs ne vérifient pas le nombre de paramètres qu'on va leur donner. Si on veut leur donner 10 paramètres, eux, il n'y a pas de souci, ils vont exécuter 10 paramètres. Les lambda, en fait, c'est l'inverse. Ils vont vérifier le nombre de paramètres qu'on va leur donner. Et il y a une autre particularité, mais on n'a pas le temps de la voir. On n'a pas le temps de la voir, donc on va tout simplement juste lire la slide, je pense. J'ai peur que ce soit pas super clair pour vous. Pauline, est-ce que tu penses qu'on s'arrête là ou on essaie de prendre plus pour faire un exemple? Bah, vous voulez quoi? Vous voulez avoir l'exemple de lambda avant de Est-ce qu'on partir? prend, est-ce qu'on prend quelques minutes en plus ou est-ce que on s'arrête là et c'est pas quelque chose qui est forcément utilisé dès le départ, donc c'est pas très grave comme vous ne l'ayez pas vu en fait. Vas-y, bah, fais un petit exemple rapido. Ok, petit exemple rapido. Ici, je vais créer une méthode. Cette méthode, on va nommer lambda. Ce qu'elle fait, cette méthode, c'est qu'elle va créer un lambda. Pour le faire, on a tout simplement à lui dire lambda. On lui passe des lignes de code. Ces lignes de code, on va dire que ça va être salut. Je vais appeler une méthode .call à ma variable dans laquelle est stocké le lambda. En fait, le .call, ce que ça va faire, c'est que ça va me renvoyer tout simplement le bloc de code, tout simplement. Et donc, à ça, moi, ce que je veux, c'est à la suite que ma méthode renvoie au revoir. Je vais faire ça avec une lambda et je vais faire ça aussi avec un proc. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc, c'est exactement le même morceau de code, si ce n'est tout simplement que ici, je vais la méthode A lambda et ici, je vais afficher la méthode A proc. Hop, on va passer ça.
Donc là, vous voyez, j'ai deux méthodes. Ces méthodes, c'est exactement les mêmes. Je crée une variable dans laquelle je stocke un bloc de code. Ensuite, je rappelle ce bloc de code. Et puis, je lui donne l'instruction return au revoir pour que ma méthode simplement renvoie au revoir et s'arrête là. Donc, si j'exécute mon code, logiquement, on se dit, bah, super, j'utilise un lambda, un proc, c'est exactement les mêmes méthodes, ça devrait me renvoyer dans tous les cas au revoir. Et lorsqu'on va envoyer notre code, on s'aperçoit que le lambda, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous renvoie bien au revoir. Par contre, le proc, ce qu'il fait, c'est qu'il ne nous renvoie pas au revoir. Alors, c'est un peu particulier. En fait, il a une particularité qui, son return, donc si à l'intérieur de mon lambda, je lui donne un bloc de code et que ce bloc de code comprend un return, le lambda va exécuter mon bloc de code, mais il ne va pas exécuter le return. C'est un peu différent. Ici, c'est comme s'il me marquait ce salut, puis ensuite, il me return au revoir. Donc, tout ce qui est avant, en fait, on s'en fiche. Il ne va pas me le renvoyer. Il me renvoie que le au revoir. Tandis que le proc, lui, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il va aller rentrer à l'intérieur de cette méthode, il voit le return, et en fait, son return va passer par-dessus notre méthode. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir juste salut, eh bien, tout simplement, return salut. Et du coup, vu qu'on a dit tout à l'heure que lorsqu'on avait un return dans notre méthode, la méthode va renvoyer ce qui a, va pas prendre en compte la suite de la méthode. Donc tout ce qui est à la suite, il ne va pas le prendre en compte. Donc il nous renvoie salut et ça s'arrête là. Donc ça, c'est l'une des particularités du lambda et du proc. C'est ce qu'ils ont. Et donc j'ai noté ici en bas, histoire que vous ayez un petit rappel. Tac, donc j'ai marqué, le lambda, ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier le nombre de paramètres et son return va renvoyer tout simplement le return de la fonction. Donc son return ne va pas passer par-dessus la fonction. Par contre, le proc, lui, il s'en fiche du nombre de paramètres et son return va passer par-dessus la fonction. Voilà, le proc prend le contrôle par-dessus la fonction, tout simplement. Voilà pour un exemple fait assez rapidement. J'espère que ça a été un peu assez clair pour vous. C'est pas grave si vous êtes embrouillé, si c'est pas clair dans vos têtes et tout ça, c'est normal, c'est des concepts assez poussés. Ils sont utilisés en Ruby, mais ils sont utilisés lorsqu'on sait faire du Ruby de coder. Lorsque vous débutez, vous avez très peu à faire à ce genre de cas, et donc voilà, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas tout compris du premier coup. Ouais, vous en faites pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a quelques questions qui ont été posées dans l'onglet questions. On va les retranscrire avec Stéphane et on vous donnera la réponse demain dans Slack. Et aussi, je voulais vous dire, donc lundi, c'est notre dernière session entre midi et 2. Et je voulais vous proposer le soir qu'on puisse se retrouver pendant 1 heure, en gros, en visio. Donc, pas forcément sur Livestorm, mais sur un outil comme Zoom ou Google Meet pour que tout le monde puisse échanger. Et on va faire venir aussi des anciens élèves du wagon pour qu'ils vous parlent un petit peu de leur métier actuel et un peu de leur état d'esprit aussi quand ils ont terminé la track Ruby et pourquoi ils sont allés plus loin dans le dev. Donc, ça sera l'occasion aussi de leur poser plein de questions. Donc, je vous enverrai une invitation, je pense, demain. Et si ça vous va, on va le faire lundi vers 18h30. Je pense que ça peut convenir à peu près à tout le monde au niveau de l'horaire. Donc, au moins, vous terminez le travail pour ceux qui... et ensuite, on attaque avec ça. Voilà, ça prendra... vous pouvez rester le temps que vous voulez, mais je pense 1 heure max, quoi. Pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse fêter aussi la fin de Stay Home Start Coding. On mérite tous, je pense, une petite bière pour fêter ça. Pour dire, ben voilà, on a fini notre code, quoi. On a commencé à coder au mois de mai. Super, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous intéresse. Donc, je vois qu'il y en a qui sont plutôt intéressés, donc très cool. Et on se voit lundi. Donc, pour lundi, les modules, c'est les 2 derniers modules de la Trek Ruby. Donc, c'est les modules orientés objets, donc qui sont hyper importants dans Ruby. Donc, prenez bien le temps de faire les exos. Et on se retrouve lundi midi à 12h15 et ensuite le soir pour une petite bière tous ensemble. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.